y a des chemins de vie qu'on ne choisit pas vraiment, et d'autres qui s'imposent comme une nécessité, une exigence inéluctable. À l'été d'une désolation trop longtemps contenue, j'ai senti qu'il me fallait partir, m'éloigner de mes propres tumultes, de ces vacarmes intérieurs que les jours de bruit avaient rendus sourds. Je suis allé marcher mes tempêtes dans les plis secrets des Alpes. Ce livre est né de cette marche. Il emporte les pierres, les murmures et quelques aubes. Il raconte ce que j'ai vu. Il dit la beauté d'un monde que j'ai pris le temps de marcher, de regarder, de sentir, de toucher. Parce que marcher, finalement, c'est revenir aux sensations élémentaires, au corps, à la nature, à soi. Ici, la destination n'a pas été un lieu, mais un état d'être, une manière nouvelle d'habiter ce monde complexe. Ce fut une marche longue, une marche pleine, traversée de doutes, de lassitude et souvent d'émerveillement. Un chemin de solitude devenu peu à peu une épreuve intime. Ce récit est une parole simple, enracinée dans la matière, une parole de terre, de vent et d'eau. Il dit l'effort et les fatigues qui usent. Il raconte une transformation intérieure lente et délicate, une réparation sensible née du mouvement lorsque l'esprit s'accorde au rythme du corps. Les photographies qui jalonnent ce voyage ne veulent pas illustrer. Elles prolongent le souffle, nourrissent l'errance. Elles effleurent les mots avec cette attention nue qu'on retrouve quand on choisit de ralentir. Ce n'est pas seulement un livre de montagne, c'est un livre d'ombre et de lumière. Nous venons d'entendre un extrait du livre Via Alpina, mes Alpes intérieures, aux éditions La Trace, lu par son auteur lui-même, Patrice Ponza, marcheur écrivain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Bonjour Patrice. Bonjour Romain. Un grand merci à toi d'être parmi nous. C'est un plaisir de t'accueillir. Alors, on a débuté cette émission avec un extrait du livre. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc, c'est le prologue, c'est ça? Oui, exactement. J'ai souhaité vous lire le prologue parce qu'il présente le contexte dans lequel je m'en suis allé marcher ces montagnes. Il est question d'une marche longue, effectivement, d'une marche lente. Il n'était surtout pas question de performance, mais plutôt l'idée était de ralentir, de se reconnecter avec la nature, avec ce naturel vivant qui est la montagne. Et puis c'était aussi et surtout une quête intime et qui est incarnée dans ce livre. Nous allons découvrir aujourd'hui ce livre en compagnie de Patrice, traitant 3 sujets principaux, l'histoire, la géographie des Alpes. Cet ouvrage est également un récit de voyage et une forme d'introspection, de réflexion autour de la marche. Mais avant d'aborder ce livre, nous allons effleurer tes voyages précédents. Tu n'es pas à ton premier voyage, tu as déjà fait plusieurs itinérances. Oui, Est-ce que exactement. tu peux nous en parler? La Via Alpina et cette traversée des Alpes à pied est le fruit de plusieurs itinérances, notamment la traversée des Pyrénées en suivant le GR10, mais aussi la traversée de la Corse en faisant le GR20. J'avais prolongé d'ailleurs cette expérience corse par le tour de la Sardaigne à pied, avant de parcourir un bout d'itinéraire sur l'Atlas en faisant le tour du mont Toubkal. Et donc la succession de ces itinérances, de ces marches, ont fait l'objet d'une préparation pour cette Via Alpina. Et c'est ainsi que pendant plusieurs années, notamment depuis 2023, j'ai souhaité marcher pour expérimenter l'itinérance, pour expérimenter la lenteur, le fait de ralentir m'intéressait. Et c'était surtout l'occasion de faire un pas de côté. Et d'ailleurs, ce pas de côté est arrivé dans les années 2018. Alors, ce n'était pas en soi un voyage, mais ça a été tout de même une expérience tout à fait intéressante, à savoir le fait de devenir berger. Et c'est en effet dans les années 2018 que j'ai commencé à garder des brebis en Suisse. Et la marche est arrivée avec cette expérience-là. La solitude aussi, d'ailleurs. Et donc, c'est ce qui ressort principalement de ces différentes expériences de voyage.
la marche lente, le fait de ralentir, cette idée de faire un pas de côté, de se reconnecter à l'environnement qui est le nôtre quand on choisit d'être seul dans la nature, dans la montagne. Et l'ensemble de ces expériences ont donné lieu à l'écriture, et notamment à l'écriture de ce livre, Via Alpina, mes Alpes intérieures. Alors Patrice, pour cette itinérance de la Via Alpina, combien de temps es-tu parti? Alors l'itinérance a duré 3 mois. Je suis parti de Muggia, un petit port de pêche sur la mer Adriatique, le 21 juin. Et je suis arrivé sur les côtes de la Méditerranée à Monaco le 13 septembre. Et donc tu as traversé plusieurs pays? Oui, exactement. Au total, il y a 8 pays qui sont traversés pendant cette itinérance. Et c'est d'ailleurs les 8 pays principaux de l'arc alpin, qui sont la Slovénie, l'Autriche, l'Allemagne, notamment le sud de la Bavière, le Liechtenstein, la principauté alémanique, la Suisse, un petit passage en France avant de jouer à saute frontière avec l'Italie. Et le dernier pays est Monaco. Ouais. Est-ce que tu es parti avec l'envie d'écrire et l'idée d'écrire, ou bien est-ce arrivé durant le voyage? Il y avait effectivement l'envie d'écrire pendant ce voyage. Et cette envie est née, comme je vous l'ai dit précédemment, lorsque j'étais berger. L'expérience du temps long, du temps lent, quand on est berger, cette confrontation avec la solitude et puis parfois l'ennui, a entraîné d'une manière très naturelle l'écriture. Et avec les années qui ont suivi, 2019, 2020 jusqu'à aujourd'hui, cette envie d'écriture s'est confirmée. Et c'est dans ce contexte que je suis parti marcher les Alpes, à savoir l'idée d'expérimenter la marche au long cours, mais aussi et surtout de tenter de la partager en l'écrivant. Et donc tu écrivais durant ton voyage, ou bien alors c'est venu après? Non, j'ai tenu un récit, un carnet de voyage. J'écrivais un petit peu tous les jours, et c'est d'ailleurs le fil conducteur de ce livre. C'est que chaque texte possède à la fois un titre, mais aussi une date. Et il retrace la déambulation et l'itinérance de l'écriture. Patrice, nous allons maintenant entrer dans le cœur de ce livre. On va feuilleter les pages avec toi, en parlant de 3 grands sujets, l'histoire et la géographie, le récit de voyage et l'introspection. Alors tout d'abord, pourrais-tu nous parler de l'histoire de la Via Alpina? Alors la Via Alpina, c'est la grande traversée de l'arc alpin, comme vous l'aurez compris, depuis la mer Adriatique jusqu'à la mer Méditerranée. Cet itinéraire a été imaginé par des alpinistes français et suisses à l'orée de l'an 2000. On était plus précisément en 1999, quand une association appelée la GTA, la Grande Traversée des Alpes, une association française, a décidé de mettre en place un itinéraire qui allait traverser la chaîne des Alpes. Et donc, à l'an 2000, la Via Alpina est née de cette volonté d'alpinistes de traverser l'arc alpin à pied. Et donc, l'association portée par des alpinistes bénévoles et passionnés a permis de faire naître cet itinéraire, non pas en créant un nouveau sentier, mais en utilisant des sentiers qui existaient dans chacun des pays. Et c'est comme ça qu'on passe de sentiers existants en Slovénie, en Autriche, en Allemagne, ainsi de suite, jusqu'à Monaco. Et si vous voulez, on rebondit d'un sentier à un autre, et ça pendant un peu plus de 3 mois, sur 2000 km et pas moins de 120 000 mètres de dénivelé. Et l'originalité de cette mise en lien des sentiers, c'est que justement, chacun des sentiers nous raconte un bout d'histoire de cette Europe, un bout d'histoire de ces montagnes.
c'est tour à tour, si vous voulez, des histoires qui sont liées à la Première ou à la Seconde Guerre mondiale. C'est souvent des sentiers de guerre qui sont devenus aujourd'hui des sentiers de paix. Mais ça peut aussi être, à l'exemple de certains itinéraires qu'il y a dans l'Oberland bernois en Suisse, à l'endroit même de ces sommets mythiques qui entourent les guerres. Ce sont des sentiers plus géologiques, parfois écologiques, qui permettent de visiter des destinations tout à fait singulières et précieuses, notamment en termes de ressources, et je fais allusion là à la ressource d'eau sur la bassine glaciaire de l'Oberland bernois. Mais c'est aussi des sentiers qui, par exemple en Italie, sur la partie piémontaise, sont des anciens sentiers de bêtes, et notamment des anciens sentiers de transhumance. À l'endroit même où les bêtes marchaient, aujourd'hui, ce sont les hommes qui marchent. Et donc, comme ça, vous l'aurez compris, tour à tour, cette Via Alpina permet de découvrir à la fois l'histoire de ces montagnes et de l'Europe, mais aussi la diversité géographique, culturelle, depuis la mer Adriatique jusqu'à la mer Méditerranée. Il y a des langues principales, vernaculaires, qui existent sur les différents territoires. Je pense à une langue traditionnelle qu'il y a entre les Dolomites et l'Autriche, par exemple, qui s'appelle le ladin, qui est une langue tout à fait singulière, puisque c'est un mélange d'italien et d'allemand. Donc vous avez comme ça la découverte à la fois des cultures, des langues, des traditions alpines, parce que selon les vallées, effectivement, les traditions, la gastronomie, les habitats, la nourriture peut évoluer, varier selon les vallées dans lesquelles on se trouve. Et donc c'est là où la Via Alpina a cette singularité, c'est qu'elle permet depuis maintenant 26 ans de déambuler ces montagnes, de marcher ces montagnes et de découvrir l'histoire et la géographie d'une Europe reliée par ces sommets. Merci pour ce moment. J'aimerais qu'on aborde maintenant quelques anecdotes de voyage, sans trop en dévoiler, évidemment. Alors quelques-unes ou une seule? Alors il y a quelques anecdotes qui sont relatives à l'aventure, au voyage évidemment, et notamment quelques-unes au début, là, sur les 3-4 premières semaines qui ont été assez difficiles du fait que le climat était très agité. Il y avait beaucoup de pluie, beaucoup de froid, beaucoup de neige aussi. Et donc je me suis retrouvé à plusieurs reprises confronté aux éléments, et c'était pas toujours très lisse, c'était même parfois et souvent rugueux. Il y a une autre partie que j'aime bien partager de cette expérience, c'est notamment un passage en Allemagne où je me suis retrouvé à découvrir l'histoire d'un prince, une lignée princière, la lignée Luitpold, qui est l'ancien prince de Bavière, qui plus est régent des Alpes. Il s'était lui-même nommé le prince des montagnes et des alpinistes. Et je me suis retrouvé une journée à vouloir aller à la rencontre des territoires qui étaient dirigés par ce prince. Je pensais qu'il y avait encore des bâtiments, c'est ce que j'avais compris, en tout cas sur les cartes que je lisais. Et je me souviens d'une journée en particulier où j'ai marché pendant des heures et j'ai fait des dizaines de kilomètres, pratiquement 50 kilomètres, parce que j'étais obsédé par l'idée d'aller découvrir ces bâtiments princiers qui avaient au cœur des montagnes de Bavière. Et en définitive, il restait plus aucune trace de ces bâtiments princiers. Et à la fin de la journée, je suis tombé sur un simple refuge qui accueillait des randonneurs comme moi. Donc ça fait partie des petites anecdotes et autres aventures de cette expédition. Et j'aimerais vous lire notamment une expérience en particulier, une anecdote en particulier qui est liée à l'expérience merveilleuse qu'on peut faire dans des éboulis quand on déambule dans les montagnes.
Donc il s'agit d'un texte écrit le 19 juillet. Le titre, c'est L'art du pas lâcher. Courir à grandes enjambées dans un ébouli devrait figurer au programme de toutes les écoles qui se respectent, surtout celles qui ont la montagne pour salle de classe. On y apprendrait à ne plus craindre la pente, à écouter le chant des cailloux sous les semelles, à se livrer sans retenue à la gravité comme on se confie à une vieille amie. Dévaler un ébouli, c'est une chevauchée de l'émerveillement, une cavalcade aérienne que nul manuscrit scolaire ne devrait négliger. Les ingrédients sont simples. De bonnes chaussures de randonnée, un versant fuyant, une pente suffisamment raide, des pierres calibrées à perte de vue, un corps prêt à bondir. La pente se prend de face, toujours. On plonge le regard d'abord, puis on offre le buste au vide. Les jambes suivent, frappent, soulèvent, libèrent. Le talon rentre le premier dans la pierre, ça crisse, ça vibre, ça crie. À chaque foulée, un peu de poids disparaît, un peu de pensée s'efface. On devient coureur de caillasse, funambule de la gravité, lançant toujours plus loin ses enjambées. Quand chaque pas est une flèche envoyée dans la descente, chaque bond alors est un pari insensé avec l'équilibre. Plus on ose lancer ses pieds, plus la pesanteur devient complice, plus on est dans le sens de la descente, plus l'allure se fait fluide. Il ne faut surtout pas lutter. Résister, c'est rompre avec la danse, c'est se faire happer par le chaos. Pour dévaler l'éboulis, il faut s'y fondre pleinement, devenir torrent de pierres, coulée vivante, glissement heureux. Écouter la pente murmurer, sentir son pouls battre sous la chaussure, accepter d'être l'espace d'un instant, un fragment de montagne en mouvement. Merci encore une fois pour ce deuxième extrait. Il y aura un troisième extrait tout à l'heure. J'aimerais qu'on revienne sur cette idée d'introspection, de quête. Alors tout d'abord, quelles ont été tes motivations personnelles pour effectuer ce voyage? Quel a été ce but individuel? À l'intérieur du livre Via Alpina, mes Alpes intérieures, on peut d'ailleurs imaginer par le biais du sous-titre Mes Alpes intérieures qu'il y a une quête très intime, incarné par la marche, par la solitude, par l'écriture évidemment. Et au tout début du livre, il y a un texte que je vous laisserai découvrir, à vous, lectrices et lecteurs, qui s'appelle Genèse de la fissure, et dans lequel j'explique le contexte et l'origine de ma mise en mouvement, de la mise en marche. Et donc, dans ce texte de la Genèse de la fissure, j'explique quelle est la raison pour laquelle, à un moment donné, j'ai choisi de faire un pas de côté en devenant berger, puis ensuite en allant marcher les montagnes tout seul. Ce choix de la solitude, ce choix du pas de côté est lié à un besoin de reconnexion avec la nature, mais aussi et surtout avec moi. Et donc, vous l'aurez compris, il y a dans cette déambulation une quête de réparation. C'est une marche qui a vocation à être une action de rédemption. J'aimerais qu'on aborde le sujet de la marche. C'est un mouvement qu'on peut qualifier de machinal, qu'on a appris durant notre enfance, depuis tout jeune. La marche, elle a ça de très singulier qu'elle ne s'apprend pas véritablement. Notre corps est ainsi fait qu'il nous offre de marcher naturellement. Et c'est valable pour tous les êtres vivants. La mise en mouvement de notre corps se fait de manière naturelle, plus ou moins rapidement, selon l'animal. Et il s'avère que nous, l'humain, nous faisons partie de ces animaux qui mettent le plus de temps à nous mettre en marche. Mais c'est quelque chose, effectivement, qui est tout à fait naturel, et notre corps est ainsi fait qu'il possède les organes nécessaires et utiles à ce mouvement. Est-ce que pour toi, cette idée de marche, il y a cette idée de se tenir debout, de s'élever, d'élévation, de grandir, plutôt que d'être assis devant la télévision, par exemple?
ou Alors, d'être assis quelque part. oui, effectivement, le fait d'être en marche, ça implique d'être debout. A contrario, le fait d'être assis ne nous permet pas d'avoir la même posture. Pour autant, c'est pas quelque chose qui est évident dans mon besoin et mon souhait de marcher. L'intention, c'est pas d'être debout, pas plus que de m'élever. La finalité, vous l'aurez compris, c'est plus l'idée du mouvement. Ce que j'apprécie et ce que je recherche à travers la marche, c'est cette mise en mouvement et notamment la répétition de ce mouvement. Dans la mécanique de la marche, notamment dans la mécanique répétée de la marche, pendant des jours, pendant des semaines, parfois même pendant des mois, il y a quelque chose qui se met en place, qui permet au corps, en mouvement, d'atteindre un état de fatigue, parfois même d'épuisement, qui offre une connexion avec l'esprit. À un moment donné, l'usure est telle, l'usure du corps est telle, que l'esprit vient en relais. Et donc, dans cette usure-là, la connexion avec l'esprit nous offre une concentration sur soi et sur l'instant présent qui est maximale. Et dans les randonnées, par exemple, il y a cette connexion au vivant aussi, l'idée de se connecter avec la nature, la forêt, Oui, les éléments. c'est très présent, effectivement. Le fait d'être en marche dans la nature, qui plus est dans la montagne, ça offre une connexion avec la nature qui est très marquée. Et ça permet de développer les sens, d'aiguiser les sens, et tous les sens. Aussi bien les sens purement physiques, du toucher, de l'odeur, de l'ouïe, mais aussi les sens plus intuitifs, plus incarnés par l'esprit et par les émotions. Ça offre de réveiller l'instinct d'être au contact de la nature. Patrice, lorsque nous nous sommes appelés il y a quelques jours pour préparer l'émission, j'ai relevé une phrase que tu m'as dite, le bonheur de perdre son temps, avec cette notion de temps différent, ce plaisir de perdre du temps, Oui, une forme de lenteur dans la effectivement, marche. ce choix de ralentir, et vous l'aurez compris, dans la traversée des Alpes, c'était effectivement une marche longue, mais surtout une marche lente. Il n'y avait pas de désir de performance. Et dans une société qui fait du temps un élément, un repère de performance, souvent de productivité, de réussite, le fait de ralentir et d'accepter de perdre son temps dans le cadre d'une déambulation qui n'a pas d'autre intérêt que de marcher, d'avancer vers une destination qui n'est pas une finalité, ça vient se poser là comme un paradoxe social. Quand on choisit de ralentir, quand on accepte de vivre l'instant présent et donc qu'on attache moins d'importance au temps qui passe, donc dès lors qu'on accepte de perdre son temps, il se passe quelque chose à l'intérieur de soi qui nous permet de nous détacher, qui nous permet de nous connecter surtout ici et maintenant à ce qui nous entoure, à ce qu'on ressent. Et c'est en ce sens où, oui, je vous disais que la déambulation dans le cadre d'une itinérance longue et lente, c'est effectivement le bonheur que représente le fait de perdre son temps. Euh, Est-ce que pour toi, cette lenteur, ce rythme lent, est une forme de révolte vis-à-vis de ce monde que tu viens d'exprimer, ce monde où tout doit aller vite,
tout avoir tout de suite maintenant, une forme de rébellion peut-être. Alors, il y a effectivement une mise en marge en faisant ce choix de la lenteur, mais pour autant, il ne s'agit pas d'une rébellion. Pour la simple et bonne raison, c'est que je ne suis pas un adepte de la rébellion, de l'agitation. Je ne suis pas un guerrier. Et c'est en ce sens où l'idée de faire un pas de côté, de ralentir, n'est pas un acte d'opposition ou de rébellion. Ça n'a d'autre intérêt que de se reconnecter à soi, de se reconnecter à l'environnement et de le faire dans une solitude qui est choisie. Donc, malgré le fait que ce soit une mise en marge décidée, le fait de rompre avec le temps qui va vite, c'est chez moi en aucun cas un acte de rébellion. Non. Tu as parlé de solitude à l'instant, donc tu es parti en solitaire. Quels ont été les bénéfices de cette solitude ? La solitude, dès lors qu'elle est choisie, qu'elle a fait l'objet d'un souhait, peut-être même d'un besoin, elle a cette formidable force de nous permettre de nous retrouver, de se reconnecter à soi. Le fait d'être seul à un moment donné dans la nature, à l'occasion d'une marche longue, c'est l'opportunité de se concentrer sur ce qui se passe à l'instant présent, sans artifice, sans être influencé d'aucune sorte par aucune autre force ou aucune autre action. La solitude est positive en ce sens où elle permet de se reconnecter avec soi, de s'écouter, de s'entendre, de se parler à soi-même et surtout de ressentir pleinement ce qui se passe autour de soi en étant dans ce mouvement. Alors depuis quelques années, la marche est entrée dans les mœurs. Comment perçois-tu cette envie de se mettre en mouvement, de se mettre en marche ? La marche, effectivement, elle a depuis quelques années conquis bon nombre de personnes. On voit de plus en plus de gens qui marchent, et souvent qui marchent seuls. On a toutes et tous nos raisons de se mettre en marche. La mise en mouvement, elle est issue d'un besoin, d'un souhait, d'un désir, d'une quête personnelle qui nous est propre. Chacune de nos raisons est évidemment valable et respectable. Et il semblerait que dans cette mise en mouvement, au-delà même des raisons personnelles, il y ait une quête de reconnexion à soi, de reconnexion à la nature, une quête de silence, une quête de réappropriation du temps. Notamment dans le fait de ralentir, d'accepter le temps long, le temps lent. Il y a aussi cette quête de l'impermanence, je crois. Notamment le fait d'accepter que la nature nous propose ses impermanences, son irrégularité, son inconstance. Et dans la reconnexion à soi, c'est l'opportunité d'accepter nos parts d'ombre, nos parts de lumière. Le fait de marcher, ça réunit tous ces éléments de temporalité, d'impermanence, d'acceptation de nos différences. Et on a l'opportunité, dans le temps long et le temps lent de la marche, d'accepter ces reconnexions-là. Le sous-titre du livre, le titre secondaire s'appelle « Mes Alpes intérieures ».
Le déterminant possessif, mais concerne tes propres Alpes, c'est ça, tes propres reliefs, tes propres écueils, tes propres montagnes. Dans l'idée de gravir des montagnes, des sommets, et même de redescendre aussi. Ouais, aussi et surtout. L'idée dans ce sous-titre, Mes Alpes intérieures, c'est effectivement l'idée d'expérimenter, d'explorer, de vivre mes reliefs intérieurs, d'en accepter aussi bien les sommets que les creux, les montées que les descentes. Il y a là justement la notion de diversité dans ces reliefs. C'est, c'est justement l'objet de cette troisième partie du livre, dans la quête intime que représente cette traversée des Alpes. Il y a aussi et surtout la traversée de mes propres reliefs, de mes propres tumultes, l'acceptation de mes impermanences. Et dans cette quête, j'ai souhaité, j'ai souhaité partager le plus sincèrement possible la- l'expérimentation de ces reliefs, les moments forts, les moments lumineux comme les moments plus sombres. Est-ce que tu peux nous lire un petit extrait qui concerne l'introspection ou la marche? Oui, avec plaisir. Je vais vous lire le texte du 24 juillet. Le titre, c'est L'exil intérieur. Partir à pied dans les Alpes, c'est faire un pas de côté pour tenter de quitter le bourdonnement du monde, les liens du quotidien, les causeries excessives. J'ai souhaité m'extraire doucement du tissu des habitudes pour entrer dans un espace plus nu, un espace où la parole se tait, où le souffle et le pas deviennent les seules formes d'adresse. Dans ce retrait commence l'exil intérieur, une désobéissance intime face à l'agitation collective, un éloignement volontaire, une tentative de me défaire du trop-plein pour retrouver la justesse d'être. Pour échapper, j'ai choisi la montagne comme on choisit la rupture, non pour disparaître, mais pour mieux m'accorder, me mettre à distance, m'ouvrir au silence, éloigner le monde pour écouter ce qui continue de battre mollement sous les couches du tumulte. Dans ce désert vertical, les repères tombent un à un. Les voix familières, les gestes convenus, les besoins d'être vus. Il ne reste que la nature brute, entière, indifférente et étrangement accueillante, comme si sa froideur contenait une forme d'absolution. Rien ici ne me console, mais tout m'enveloppe. Pour les âmes détériorées par les remous intérieurs, ce retrait du bruit agit comme une lente régénération. Non par miracle, mais par contact. En frottant l'âme au rocher, au vent, à l'effort, quelque chose s'éclaire, une vérité nue, sans discours, sans ornement. Loin de durcir, l'isolement de cet exil intérieur ouvre les brèches. Il rend poreux ce qui était rigide. Mes fragilités, longtemps contenues, remontent au jour comme des sources vives. Elles s'invitent au bivouac, portées par la fatigue, éclairées par la lumière des lunes. Alors ma sensibilité cesse d'être une faille. Elle se mue en couloir de transit. Ce chemin intérieur, au fil des jours, déclenche un désordre irrésistible. Ici, personne ne me blesse, mais tout me cogne. Plus rien n'est sous contrôle. Le ciel dicte sa loi, la pente son tempo, la pierre son relief. Lâcher prise n'est plus une option, c'est une condition de survie. Alors Patrice, qu'est-ce que la marche t'a apporté ou t'apporte encore aujourd'hui? Alors la marche, elle a cette capacité formidable de nous transformer. Et pour expliquer cette transformation, j'aimerais vous parler d'une pierre. Une pierre qu'on pourrait imaginer abîmée. Une pierre avec ses reliefs, avec ses aspérités, avec ses creux, avec ses formes un peu rugueuses. Cette pierre abîmée, imaginez que vous la mettez dans un torrent agité, mais très agité, agité un peu comme la vie. Et considérant un pouvoir que nous n'avons pas,
on pourrait se projeter dans un siècle, revenir dans ce torrent, récupérer cette pierre qui, sans aucun doute, se serait déplacée, mais existerait toujours, elle n'aurait pas disparu. C'est juste que, vous l'aurez compris, avec l'agitation de l'eau, répétée pendant un siècle, l'usure aurait été telle que la pierre se serait retrouvée polie, polie par la mécanique de l'eau, polie par le temps, polie par l'usure, et donc elle aurait trouvé une forme plus juste. Dans le polissage, on imagine cette pierre arrondie, et dans le tumulte de ce torrent, la pierre étant arrondie, elle ne permettrait plus à l'eau de la chamailler de la même manière. Elle accepterait l'agitation de l'eau, mais cette eau-là, vous l'aurez compris, elle tourne autour de la pierre qui est devenue ronde. Elle n'a plus de relief et d'aspérité à attraper. Et c'est en ce sens où la marche, elle nous permet cette transformation. C'est que quand on commence à marcher, on est souvent abîmé. Abîmé par la vie, par l'expérience de la vie, par les actes, nos actes, des fois. Et donc, il se trouve que la marche, elle nous offre cette opportunité merveilleuse déjà de nous accepter tel qu'on est, avec nos parts d'ombre et de lumière. La nature, de manière générale, elle ne nous juge pas, elle nous accueille, et dans la répétition du mouvement, dans cette mécanique de la marche répétée longtemps, on voit très bien l'usure comme ça a été le cas sur la pierre abîmée. Elle finit par nous user aussi bien notre corps que notre esprit. Et donc, dans cette transformation, on ne disparaît pas. C'est juste qu'on se retrouve adouci, poli. Peut-être qu'on finit par être plus acceptable. Comment peut-on se procurer ce livre ? Eh bien, écoutez, le livre est distribué par les éditions La Trace dans toutes les librairies, aussi bien les librairies indépendantes, dans la région, les librairies qui existent sur Gap, sur Laragne, à Briançon, à Barcelonnette, à Manosque et à bien d'autres endroits. Évidemment, vous le trouverez dans des librairies plus grandes, dans les grandes villes aussi. Et éventuellement, pour ceux qui n'ont pas l'occasion de se déplacer dans des librairies, ils peuvent aussi le commander sur Internet. On va parler d'avenir, si tu vas bien. Quels sont tes projets dans les prochains temps ? As-tu déjà une autre idée d'expédition ? Il y a, grâce à ce livre Via Alpina Mes Alpes intérieures, le désir de continuer l'écriture. Avec ce livre, avec la rédaction de ce livre, il y a eu comme un déclic. Et ce déclic avec l'écriture, il m'a enchanté, il m'a éclairé, il m'a aidé. Et c'est la raison pour laquelle je continue à écrire et je vais continuer, évidemment. Et l'idée, c'est de poursuivre l'expérience de la marche, vous l'aurez compris. La marche plus longue, toujours lente. L'idée, c'est de continuer à ralentir, mais longtemps. Et donc, la prochaine expédition, ça sera l'hiver prochain, en Nouvelle-Zélande. Cette fois-ci, ça sera plus de 2000, mais presque 4000 km de marche, toujours en solitaire, et à nouveau avec ce souhait de témoigner, grâce à l'écriture, de cette expérience de la marche longue. On te souhaite de beaux moments à vivre durant cette expédition en Nouvelle-Zélande, c'est ça ? Oui, c'est pour ça. 2027, hein ? Oui, exactement. 2027. Patrice, tu sais que KTB Radio est une radio libre. Souhaiterais-tu exprimer quelques mots sur le sujet de ton choix ? Alors, ça qui peut être en lien avec la marche, la quête de soi, la montagne, l'écriture ou un autre sujet, un ou plusieurs sujets. On te laisse les micros. Dans le
dans le prolongement de la présentation des projets à venir, et notamment sur la question de l'écriture, j'aimerais peut-être partager cette idée qui a été prônée par Marguerite Duras concernant l'écriture. Le fait est que un individu, quand il n'a plus la possibilité d'exister normalement, quand il perd ce droit d'être qui lui confère le droit de dire, l'écriture alors s'impose comme une ultime solution pour continuer à exister, à ressentir, à penser, à partager. Et c'est sans doute là le message que je voudrais partager pour toutes celles et ceux qui ont perdu l'espoir d'exister, l'espoir d'être autrement, simplement. C'est que dans l'écriture réside cette possibilité de dire et de vivre encore. Merci, Patrice. Nous allons devoir nous quitter, malheureusement. Mais on va se quitter en musique, à part si tu as peut-être un autre mot. Non, c'est ok. Je vous remercie, Romain, pour cet accueil et puis pour ce moment de partage. Ça t'a plu ? Oui. J'ai apprécié très beaucoup chouette. également. On va se quitter en musique avec Émile Bilodeau et la chanson Ça va. Pour quelle raison tu as choisi cette chanson ? J'ai choisi cette chanson qui me fait beaucoup écho, notamment pour son optimisme, pour son espoir d'aller bien, de toujours aller mieux, et qui plus est d'aller mieux en marchant. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à toi de nous avoir transmis ta passion de la marche et des voyages. Je rappelle le titre de ton ouvrage, Via Alpina, mes Alpes intérieures, aux éditions La Trace. Merci beaucoup, Patrice. Merci, Romain. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Bye. Et si vous souhaitez effectuer un don à l'association KTB Radio, vous pouvez effectuer un don sur le site de KTB, donc c'est ktbradio.org. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourriez nous apporter. Je rappelle que vous pouvez télécharger les applications gratuites depuis Play Store et App Store pour nous écouter où que vous soyez. Merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute de ce programme. Et nous nous quittons en musique avec Émile Bilodeau et la chanson Ça va. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple. Marchions sur le boulevard de la vie, en destination vers la mort, nous étions partis. Et puis Dieu, dans son char, s'arrête sur le bord. Il me dit: hey mon fils, veux-tu que je te fasse un lift? Et j'ai dit non, ça va, je vais marcher, je vais marcher. Et j'ai dit non, ça va, je vais marcher, je vais marcher. Et si vous voyez ceux que j'aime en chemin, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je ne suis plus très loin. Et si vous voyez ceux que j'aime en chemin, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je ne suis plus très loin. Nous marchions sur ce boulevard dans la nuit. Et
puis le ciel et ses aurores étaient ma foi si jolis. D'un coup le vent était fort et puis le temps était gris. Sorti de nulle part, un vieux moteur s'arrête et me dit: oh tu sais mon gars, j'ai tellement entendu souvent dans ma vie, oh ma sentence, la romance et puis le restaurant aussi. Tu sais que le temps se fane et moi j'ai perdu ma femme, j'ai perdu tous mes amis aussi et je n'ai plus aucune compagnie. Alors monte sur mon Harley puis accroche-toi et on va triper. Puis là j'ai dit c'est bien beau tout ça le moteur, mais t'as-tu des idées noires, quelque chose du genre? Ben non, ça n'a pas rapport, c'est juste que moi j'ai côtoyé la mort. Et si je t'invite sur mon B6, c'est pour que ta route aille un peu plus vite. On va flyer 100 000 à l'heure, brûler notre gaz, direct dans le bonheur. On va rouler sans arrêter, mais moi de lui répondre très embêté. Non, ça va, je vais marcher. Et j'ai dit non, ça va, je vais marcher. Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je les revois bientôt. Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je les revois bientôt. Et même si parfois il m'arrive de regarder la route puis de me dire que ça me tente plus pantoute, parce que la vie sans toi, sans ligne pourrait être un énorme défi. J'aime mieux pas prendre de raccourcis. Non, ça va, je vais marcher. Et j'ai dit non, ça va, je vais marcher. Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je les revois bientôt. Et si vous voyez ceux que j'aime un peu plus haut, dites-leur que je n'ai plus de peine et que je les revois bientôt.